Notre éditorialiste Laurent Bazin est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir et on le sait, hein, Laurent, il n'aime pas du tout qu'on les appelle les petits candidats. Ils sont crédités de 1% à 5% dans les sondages. De Nathalie Arthaud à François Asselineau, en passant par Philippe Poutou, ils ont su se montrer offensifs hier soir. Le récit de Marie Valeret. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre. C'est sans doute la séquence qui a marqué le débat. La longue tirade de Philippe Poutou contre les affaires. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc, avant de se tourner vers Marine Le Pen et de revenir sur son immunité parlementaire. Ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une sur... Applaudi par le public, Philippe Poutou fait le show. Celui qui a boudé la traditionnelle photo de famille a une stratégie, se démarquer. Nathalie Arthaud a elle aussi donné de la voix des travailleurs et travailleuses. Fidèle à ses convictions, la candidate de lutte ouvrière a défendu leurs intérêts. Alors voilà, on nous enfume là avec l'Union européenne, hein, le véritable pouvoir il est auprès du grand patronat. Moi je dis aux travailleurs, il va falloir qu'on se batte, nous, pour aller les arracher nos augmentations de salaire. Offensif, direct, les petits candidats se sont fait entendre. Ils ont cristallisé les échanges sur l'Europe, l'emploi ou encore la sortie de l'euro. Thème cher à François Asselineau. En bon professeur, le candidat souverainiste a usé et abusé des références à la Constitution. Mais c'est en taclant le favori des sondages qu'il s'est fait remarquer. Islamiste, j'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Ça, monsieur Poutou. Entre rire et passe d'armes inattendues, les petits candidats ont donné de la couleur au débat mardi soir. C'est à nous. Et par mesure d'équité, on va maintenant écouter Jean Lassalle, Jacques Cheminade et Nicolas Dupont-Aignan. Je suis un homme en colère contre tous ces héritiers d'un système qui sont ici et qui n'ont pas voulu prendre le taureau financier par les cornes. 25% de nos jeunes sont sans emploi et on a fixé un minimum vieillesse inférieur de 25% au seuil de pauvreté. C'est un saccage humain. Je veux supprimer la concurrence déloyale. Du premier jour de mon élection, je supprimerai la directive travailleurs détachés. C'est inacceptable que des personnes viennent de Roumanie, de Pologne, d'Espagne et ne payent pas les charges sociales quand nos artisans, nos indépendants les payent. Aucun d'entre vous n'a osé supprimer cette directive, vous l'avez même signée. Alors, en ce qui concerne le modèle social, il faut voir d'abord qu'il y a ceux qui travaillent, il y a les sans-emploi et il y a des gisements d'emplois invisibles. Je pense notamment aux banlieues, je pense notamment à l'agriculture, je pense à tout ce qu'il faut reconstruire. Élodie Mexarek nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sémiologue, auteur de Déjouer les manipulateurs. Nous vous avions reçu à l'époque de la sortie de votre livre. On va voir l'analyse que vous faites des comportements de la gestuelle des 11 candidats hier soir. Mais d'abord, peut-être, Laurent Bazin, les 6, entre guillemets, je dis bien avec des guillemets, petits candidats que l'on vient de voir, pour vous, ce sont les vainqueurs de ce débat ? Oui, c'est tout ce qu'ils emporteront sans doute dans cette compétition. C'est pour ça que certains les appellent les petits. C'est parce que ceux dont on considère qu'ils ne peuvent pas l'emporter. Oui, ce sont les vainqueurs assez nettement, mais c'est un débat taillé sur mesure pour eux. Encore une fois, ils étaient 11, 3h30 de débat, 17 minutes chacun. C'est pas un endroit où les favoris se sont livrés. C'est un endroit, en revanche, où les petits, les challengers, ont tenté de se faire voir à la télévision, d'attraper leur fameux quart d'heure de célébrité. C'est totalement réussi. Le vainqueur, c'est Philippe Poutou. On le voit, la séquence que vous avez montrée où il interpelle notamment François Fillon, mais aussi Marine Le Pen sur les affaires, ça fait toute la journée sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision et sur les chaînes en continu en France. Donc pour Philippe Poutou, c'est gagné à tout point de vue, y compris dans sa tenue vestimentaire qu'on voit là, qui tranchait très nettement avec le costard ou le tailleur de ceux qui étaient à côté de lui. Donc ça, c'est assez net pour lui. C'est aussi le cas pour Jean Lassalle, d'une certaine manière, mais parce qu'il est tellement atypique. Il vient tellement d'une autre planète, de son Béarn natal, le fils de berger, comme il l'a dit. C'est un homme extrêmement cultivé, Jean Lassalle, à la limite du compréhensible quand il s'exprime, parce que son accent qui roucoule, cet accent du Béarn, là, de la vallée d'Aspe, ça vient quand même embarrasser le propos et la compréhension. Mais enfin, on retient qu'il est immense.
Et on se dit, waouh, voilà, la révélation, disons, cosmétique du débat, c'est Jean Lassalle. Beaucoup moins réussi pour Nicolas Dupont-Aignan, qui n'est pas un petit candidat, si on doit passer par là, mais qui est exactement entre les deux. Il devait, je vous le disais hier, montrer qu'il jouait ou qu'il nageait dans le grand bassin et pas dans le petit bassin. Je pense qu'il a raté l'affaire parce qu'il en a trop fait. Élodie Mexarek, sur ces 6 candidats, qu'est-ce qui vous a frappé en termes de sémiologie? Alors vous disiez effectivement se faire voir. J'ai surtout entendu, on avait l'impression qu'il y avait le camp des gueulards, excusez-moi l'expression, mais le camp des plus sages, ou même la voix de Nathalie Arthaud. Enfin, c'était quelque chose d'assez prégnant et d'assez fort. Même Poutou, quand il parle, effectivement, il a tendance à s'énerver, à accélérer, quitte à dérailler un petit peu. Donc il y avait vraiment cette mise en scène à la fois de la voix et du corps qui était assez présent. Et sur le corps, c'est tout à fait juste ce que vous disiez sur le costume. Moi, ça me renvoie toujours à cette notion que développait Bourdieu de l'éthos, où il disait que finalement, on peut être de gauche et avoir un éthos de droite. Et c'était le cas pour Ségolène Royal, parce qu'elle avait ce port de tête particulier et cette rigidité dans le corps. Et même, on peut se poser la question pour un Mélenchon, est-ce qu'il n'a pas un éthos de droite, quelque part, qui se retrouve un peu dans le formatage et la posture? Effectivement, c'était intéressant de voir... Voilà, il le dit parfois. Voilà, cet éthos de droite. Et là, c'était intéressant de voir que, mais il y avait de la place pour d'autres candidats, et effectivement, qui ont plutôt un éthos de gauche pour le coup. Et puis Nathalie Arthaud, c'est pareil, elle avait un habit qui lui était tout particulier. Marine Le Pen, on voit, elle ne réplique pas à la fameuse phrase de Philippe Poutou lorsqu'il lui dit « il n'y a pas d'immunité ouvrière ». Est-ce que c'est la bonne stratégie finalement de rester froid, même si la caméra est sur vous, et de ne pas réagir? Oui, parce que là, cette sortie-là, elle était tellement pertinente qu'elle se serait enfoncée plutôt qu'autre chose de répondre. Mais là où elle arrive à répondre quand même d'une autre manière, justement sur ses expressions du visage, c'est un des personnages politiques qui, même quand on ne l'entend pas, c'est-à-dire elle est émetteur silencieuse et elle arrive justement à faire part de ses mécontentements, à faire part de ses désaccords. Parfois, elle souffle, celle qui va le plus souffler vers n'importe quoi. Ça, elle le fait beaucoup. Du coup, elle arrive à occuper un terrain, même quand elle n'a pas la parole. Et ça, c'est plutôt judicieux. Et sourire de plus en plus. Et sourire de plus en plus. C'est un faux sourire, mais on... Moi, je l'ai trouvé, Marine Le Pen, assez habile hier soir. On dit beaucoup dans les commentaires ce matin, elle est effacée, elle a disparu, elle était en demi-teinte. Pas faux, elle n'était pas extrêmement pugnace, mais elle était toujours assez présente, assez maligne, très habile dans ses arguments, mise en difficulté sur les affaires par Philippe Poutou, et elle ne peut pas répondre, tout simplement parce que c'est une estocade. C'est-à-dire, derrière ça, vous ne pouvez plus rien répondre. Il a pointé, c'est fait, et il a marqué le point. Donc il faut changer de sujet. Et là, Marine Le Pen, qui connaît sa politique sur le bout des doigts, parce qu'elle a grandi là-dedans, et pour cause, elle sait exactement qu'il faut s'arrêter. Et sur les autres favoris, là, on parlait de Marine Le Pen, Emmanuel Macron, moi, je pense que Mélenchon. Le vainqueur, parce qu'on cherche toujours le vainqueur, s'il y a un vainqueur parmi les favoris, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il est, hier soir, le plus à l'aise dans cette arène du débat politique. Il s'est comporté hier soir, c'était assez frappant, Jean-Luc Mélenchon, comme il se comporte en meeting, d'une certaine manière. Pour lui, c'était comme un meeting de plus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il disait, Jean-Luc Mélenchon? Il disait « mes amis ». À la fin de chaque phrase, il disait « mes amis, vous savez, mes amis », etc. On va pas discuter. Et un autre point politique... Et au niveau de son corps, à chaque fois, il se basculait, c'est-à-dire qu'il ne restait pas droit, il se tournait complètement comme une discussion personnelle, en fait, avec l'autre invité. Tout à fait. Mais il l'a expliqué, il a dit aussi qu'il était sourd d'une oreille, mais je pense qu'en fait, ça lui sert, parce que quelque part, il est vraiment obligé de s'intéresser à l'autre et de lire les lèvres, d'être dans le lien à l'autre. Mais quelque part, du coup, ça renvoie aussi à un certain type de personnalité. Il jongle pas mal et c'est un bon animateur. On va dire ça comme ça. Et il le fait encore une fois très bien en meeting, ce que moi j'appelle les one-man shows. En allusion évidemment à Mélenchon. Mais politiquement parlant, ce qui était très intéressant pour Jean-Luc Mélenchon hier soir, c'est que la présence de Nathalie Arthaud et de M. Poutou, les deux trotskistes, ce sont deux partis trotskistes révolutionnaires, le renvoyait, le recentrait. C'est-à-dire tout d'un coup, c'était plus un candidat d'extrême gauche ou de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, c'était un candidat de gauche. Il redevenait un socialiste d'une certaine manière et ça participe à sa stratégie de pacification ou d'apaisement en tout cas. Et qui participait à l'effacement de Hamon aussi. Bien sûr, grand perdant d'hier soir. Grand perdant d'hier soir. Benoît Hamon, c'était sans doute une de ses dernières occasions en se confrontant aux autres de marquer des points, il est passé à côté. Benoît Hamon, vous en pensez quoi dans sa gestuelle, dans sa manière d'être, notamment à la fin, par exemple, lorsqu'ils doivent délivrer un dernier message? Alors, c'est un des rares qui a vraiment une gestuelle, si j'ose dire, en 3D, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de gestes verticaux et beaucoup de gestes horizontaux. Et ça, c'est assez typique d'une posture pédagogique, c'est-à-dire que c'est le professeur qui sait et qui va vous expliquer en détail. Mais c'est vrai qu'il est sur cette ritournelle depuis le début. Et quand vous êtes sur un ton professoral du début à la fin, ça a tendance à
placé. Et lui, on sent bien qu'effectivement, il est en boucle même sur ses éléments de langage. Laurent, est-ce que ce débat, qui est d'ailleurs le dernier, vous le pressentiez déjà hier sur ce même plateau, puisque confirmé, France 2, notre partenaire, annonce qu'il n'y aura pas de débat 3 jours avant. Ça faisait polémique, hein. Certains disaient « je refuse d'y aller ». Ça a changé la donne, ce débat? Moi, je ne crois pas que ça change la donne. Je pense que, juste un mot des deux dont on n'a pas parlé, François Fillon, calme, toujours calme. Très serein, même sur les questions. Serein, exactement, et pas perturbé, puisque vous analysez les attitudes, pas du tout perturbé en attitude. Très absent en revanche sur la première partie de l'émission, c'est un diesel François Fillon. Le premier débat, il a mis 1 heure à se mettre en route. J'ai noté 21h33, il prend la parole. C'était sur le chômage. Donc, quasiment 1 heure à se mettre en route et il est très absent sur le sujet qui est là, qui est celui du chômage qui est majeur. Et puis l'autre, c'est Emmanuel Macron, pratiquement le seul Européen optimiste de la soirée d'hier soir. Donc c'est un message assez clair adressé à ceux qui croient encore à l'Europe en France. Et modéré, alors on dira tiède, ok, on peut dire tiède. Mais il pense, lui, c'est son pari, que la modération, au bout du compte, fera la différence. Un dernier mot peut-être. Oui, même s'il n'y a pas de troisième débat, c'était très nécessaire d'avoir cet espace de respiration démocratique et justement d'avoir intégré les autres candidats à ce type d'émission. Merci beaucoup, Élodie Melzarek, et merci à vous, Laurent, pour ce décryptage.